Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle saison de VIP. VIP qui change de visage cette année puisque ce n'est plus un mais deux invités qui vont venir dans l'émission. On commence l'émission avec un premier invité et puis au milieu, un deuxième invité nous rejoint. Aujourd'hui, ce sera Brunor, le célèbre dessinateur de bande dessinée qui nous rejoindra tout à l'heure. Et j'ai le plaisir d'accueillir pour cette toute première émission de l'année le réalisateur d'un film qui fait l'événement cette rentrée, La Vierge, les Coptes et moi. Namir Abdel-Messeh, bonjour. Bonjour. On est bien content de vous avoir. C'est vrai que votre film, au sein de la rentrée du cinéma, fait objet de commentaires, de critiques unanimes, fait un peu figure d'ovni, d'objet visuel non identifié. Comment vous, souvent ce sont les journalistes qui font comment on dit, les pitchs. Moi je déteste ça. Comment vous racontez votre film ? J'en suis incapable. Je crois que c'est vraiment une des plus grosses difficultés pour moi, c'est de dire de quoi ça parle, parce que ça parle effectivement de tellement de choses à la fois, et savoir quel est l'ordre des choses du film, c'est pas évident. Après, alors, si je peux le résumer comme ça, hein, mais... On va dire qu'il y a eu des apparitions de la Vierge en Égypte en 1968. Voilà. Ni vous ni moi n'étions nés, donc on ne les a pas vues, mais plusieurs personnes les ont vues, et notamment aussi bien des Coptes que des musulmans. Ça, c'est une première information. Et c'est le point de départ du film, puisqu'en gros, le début du film est un moment où ce n'est pas cette apparition-là, mais une autre qui a été filmée sur une cassette vidéo et qu'on découvre chez nous, avec mes parents qui habitons à Paris, à Noël, une amie qui nous amène cette cassette. Et là, tout à coup, on regarde cette cassette et moi, je vois rien de particulier. Et ma mère et son amie se mettent à hurler parce qu'elle voit la Vierge sur la cassette. Et là, tout à coup, je commence à me poser de vraies questions sur qu'est-ce qu'ils voient. Et forcément, ça me pose des questions sur notre communauté et nos origines, puisqu'on est copte et on fait partie d'une communauté de la minorité chrétienne d'Égypte. Et le point de départ du film, donc, c'est la découverte de ces apparitions. Quoi. Alors, c'est un point de départ et c'est bien dit, effectivement, puisque c'est aussi le prétexte, finalement, cette enquête que vous allez mener. C'est le prétexte aussi pour un retour aux origines dans ce pays d'Égypte, dans cette communauté copte qu'on apprend à découvrir à travers votre regard. Ce n'est pas forcément une communauté qu'on connaît très très bien. Et ça va être aussi le début d'une aventure très drôle déjà, où vous essayez de monter un film et puis finalement ça ne marche pas, donc ça devient plus ou moins une fiction documentaire. C'est vrai que le spectateur des fois est peut-être un petit peu surpris par ce film qui ne ressemble à rien, c'est pour ça que je parle de ce qu'on peut connaître. Et en même temps, quand les gens sortent de la salle, on va quand même le dire, ils ont la banane jusqu'aux oreilles, ils ont beaucoup ri, ils ont appris. Et c'est ce qui fait tous ces commentaires élogieux sur votre film. Je propose qu'on regarde la bande-annonce. On en reparle juste après. Donc la Vierge, les Coptes et moi. Enfin, lui, pas moi. Ce soir-là, j'allais fêter Noël chez mes parents. Soher, une amie de ma mère, avait apporté une cassette vidéo. Elle nous a raconté que la Vierge Marie était apparue en Égypte, devant des centaines de milliers de Coptes. Franchement, ça fait longtemps que je croyais plus à ces histoires. Jusqu'au moment où ma mère s'est mise à hurler qu'elle venait de voir la Vierge. Je me suis dit que je tenais un sujet de film. Il y a les subventions, c'est vrai ? Film de Namir 8e. Quand j'étais petit, mes parents me répétaient tout le temps « Nous les Coptes, on est les vrais Égyptiens, les descendants des pharaons ». Du coup, j'étais persuadé d'être le petit-fils de Toutankhamon. Physiquement, on ne peut pas distinguer un Copte d'un musulman. Mais pour tous les Égyptiens, chrétiens ou musulmans, la Vierge Marie est très appréciée. C'est la plus parfaite des femmes et la mère idéale. J'ai vu la lumière qui sort de ces statues, qui a tourné dans la pièce plusieurs fois. Ma mère a voulu savoir ce qui me manquait pour que je termine mon film. Je lui ai dit que je voulais reconstituer une apparition de la Vierge dans notre village, avec tous les membres de notre famille. Tu touches pas à ma mère et ma sœur et ma famille. Hein. C'est un film de merde. Répète ce que tu viens de dire là. C'est un film de merde. Elle a accepté de m'aider. Si tu me proposes un rôle, tu dois me payer. Moi, je te propose d'être les trésorières. Bande-annonce de La Vierge, les Coptes et moi, un film de Namir Abdel-Messeh. Alors après avoir vu cette bande-annonce, une seule question se pose, et c'est votre mère qui la pose. Est-ce que c'est vraiment un film de merde ou pas du tout ?
Disons que là, La question horrible au réalisateur, mais non, loin de là. Non, le spectateur, après, est libre de voir le film et de l'interpréter comme il le souhaite. Hein. Je ne sais pas si c'est un film de merde, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que, et ce dont je suis très content, c'est qu'il y a différentes interprétations qui sont faites sur le film, quoi. Certains voient comme un film spirituel, chrétien, d'autres qui ont écrit ce type est un athée, il ne croit pas du tout. Et moi, j'aime bien cette idée qu'on sort d'un film et que le film agit comme un miroir de ce qu'on est. Et les gens se retrouvent et se voient dans le film. Il y a des gens qui m'ont dit j'ai l'impression de voir ma grand-mère dans ce film-là et tout ça. Donc il y a un dialogue en tout cas qui se passe entre le film et le public et moi qui me fait très plaisir. Alors c'est évidemment une boutade, c'est un film, d'ailleurs le Figaro a titré un film miraculeux et c'est vrai que finalement c'est un très bon titre, je trouve, c'est celui qui résumait le plus dans la presse ce qu'est vraiment ce film, un vrai petit miracle. Alors par contre, pas très bien reçu dans la communauté copte, hein. Ça a été plus difficile. Bah, disons dans une partie de la communauté copte, la plus orthodoxe, on va dire, le film a été perçu un peu comme une moquerie pour une raison simple, c'est que le film pose la question du phénomène des apparitions de la Vierge qui ont eu lieu, qui ont été nombreuses, et j'affirme une posture qui est la mienne, hein, puisque je pars du principe que je ne suis pas quelqu'un d'objectif, mais je suis une personne, et moi je n'y crois pas au début, en tout cas je me pose des questions, donc j'y vais avec cette posture-là, et rien que le fait de partir avec une démarche un peu sceptique au départ, pour certains coptes, c'est perçu comme insultant, parce que comme c'est une minorité, dans un pays très majoritairement musulman, la croyance est vraiment très forte, ils sont très soudés, et remettre en cause le moindre des phénomènes ou des éléments qui constituent un peu les croyances de la communauté copte, pour certains, c'est perçu comme une provocation ou quelque chose d'insultant. Moi, je pense au contraire que c'est un film qui est très très positif pour les coptes parce que ça permet d'en parler déjà. Et très positif aussi pour les athées parce que cette posture de scepticisme donne de la crédibilité finalement à votre enquête et à votre démarche. Ce qui est aussi très... C'est pour ça, si je peux me permettre, que je dis que c'est un miroir. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont athées qui peuvent se retrouver vraiment dans le film. Et il y a des gens qui sont croyants et qui peuvent s'y retrouver aussi. D'où l'unanimité des critiques, hein, je pense, oui. D'ailleurs. Ce qui est peut-être perturbant pour certains, mais en tout cas très intéressant, c'est la mise en abîme permanente. C'est pour ça que souvent, on ne sait pas si c'est un documentaire, un film. Il y en a, ils pensent que votre mère, c'est pas votre mère, la famille, c'est pas la vraie famille. Ça donne des situations cocasses aussi dans les salles de cinéma où le film est projeté. Et cette mise en abîme permanente qui est magnifiée par le travail de montage qu'il y a eu derrière, évidemment, c'était une volonté au départ et ça rend le film finalement très touchant. Le fait de vous voir patauger aussi, de vous voir errer quelque part, trouver parfois. Tâtonner beaucoup. Ça devient presque un documentaire sur comment on fait un film. Mais parce que moi, c'est ce que je trouve le plus passionnant. C'est comme, là, tout à l'heure, il y avait le plateau démarre et tout à coup, on devient très sérieux et on travaille. Et juste avant qu'on démarre, on était en train de parler, de faire connaissance et c'était plus léger. Et moi, cette légèreté, des fois, je me dis, c'est dommage qu'elle ne soit pas présente à l'intérieur des films. Donc, tout à coup, de me dire, on va faire un film sur aussi comment le film se fait et de montrer ce qu'on ne montre pas, c'est-à-dire les coulisses, le making-of et tout ce qu'il y a autour. Je trouve que c'est un moyen de raconter des choses aussi sur le cinéma, quoi. En fait, vous avez mélangé à la fois le film et le making-of. D'habitude, le making-of, c'est un bonus. et là, non, le making-of, il est dans le film, en fait. Mais oui, parce que je trouve qu'en fait, ça raconte beaucoup de choses. C'est-à-dire, je vous donne un exemple très simple. Je voulais parler de la croyance. Et quand je parle de la croyance et que je pose des questions à des gens sur les apparitions, sur qu'est-ce qu'ils ont vu, ils me donnent des réponses dont je ne suis pas sûr qu'elles expriment la réalité de ce qu'ils ressentent. Il y a un discours qui parfois est une façade, voilà, et donc je me suis rendu compte que je n'arrivais pas forcément à aller au fond des choses par le documentaire classique. Et tout à coup, quand je me dis on va faire un film de fiction à l'intérieur de ce documentaire, de mettre en scène une apparition de la Vierge et demander aux gens de m'aider à mettre en scène, et à travers plein de petits détails, ils se sont mis à me raconter des choses sur leurs croyances, certains sur leurs doutes aussi, et sur des choses comme ça. Et moi, quand quelqu'un, un de mes cousins qui est absolument orthodoxe, qui ne doute de rien, va m'expliquer comment on peut faire apparaître la Vierge dans le ciel en mettant des cordes et ceci et cela, je me dis, ça raconte quelque chose, il n'a pas un rapport aussi naïf que ce qu'il disait à la croyance au départ, et il est aussi conscient que ces apparitions peuvent être interprétées autrement. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant finalement, comme quoi les coulisses permettent de raconter des choses sur la réalité. Alors, en parlant des coulisses, là, on voit une photo de vous avec votre maman au montage du film. Donc, cette maman qui est très présente dans le film. Moi, j'ai envie de vous poser un peu des questions sur vous, parce qu'on ne vous connaît pas bien. Vous étiez quel genre de petit garçon ? C'est une bonne question.
petit, très turbulent sans doute. En fait, j'ai été élevé au départ en Égypte. Donc j'ai passé 2 ans. Mes parents n'avaient pas d'argent. Ils sont arrivés en France sans un sou. Donc j'ai été élevé par... ma mère m'a renvoyé en fait dans ma famille maternelle, donc chez ma grand-mère et ma tante, où j'ai été élevé. Et en gros, Voilà ce qu'on apprend d'ailleurs. dans le film, Ils vous ont fait venir plus tard Voilà. en France. Du coup, il s'est passé un truc, c'est que j'étais un peu élevé comme un roi dans le petit village où on était en Égypte. Je m'appelle Abdel Messeh, donc le serviteur du Messie, et là-bas j'étais un peu le Messie tout court. C'est-à-dire que vraiment j'étais adoré enfin voilà, j'étais le fils de Siam qui était en France, etc. Puis après j'arrive en France et là c'est pas pareil. C'est-à-dire que le petit village où j'étais, ça devient une grande ville parisienne où je suis tout petit, noyé au milieu de plein d'enfants. Je parlais pas un mot de français, donc là je me suis senti un petit peu exclu. Et puis je découvrais mes parents que En tout cas, finalement... exilé. Exilé, ouais. Et puis je découvrais mes parents que j'avais pas vus en fait quand j'étais petit. Donc, et là, voilà, donc j'ai eu une période dans ma petite enfance où j'étais un petit peu turbulent. Mais c'est une cassure, ça, vous l'analysez comme une vraie cassure quand même. Oui, ça a été quelque chose d'assez... oui, je me suis aussi renfermé pas mal sur moi à ce moment-là, quoi, parce que il n'y a pas eu de transition, quoi. C'était vraiment du jour au lendemain quelque chose d'assez brutal, quoi. Et ma mère me raconte que je disais tout le temps, ouvrez-moi la porte, je veux rentrer chez moi, je veux rentrer chez moi. Et je parlais de ce petit village en Égypte où j'étais, quoi. Puis après, voilà, j'ai appris à devenir français, quoi, en quelque sorte. Et l'amour du cinéma, il est né comment? Ou l'envie, en tout cas, d'en faire? Mais c'est venu assez tardivement, en fait. C'est venu assez tardivement, bien après l'adolescence et après plein de questionnements, de doutes, que ce soit à la fois sur des questions religieuses, sur des questions identitaires aussi, parce que je me demandais si j'étais français ou égyptien, etc. Et puis à un moment, voilà... Et la réponse aujourd'hui? Je suis un peu les deux. Et Français puis, et égyptien. Oui, et puis je pense qu'aujourd'hui, en fait, et c'est un peu ce que raconte le film, c'est que je pense qu'on n'a pas besoin de se positionner, que notre richesse, c'est nos contradictions, et que c'est ça qui nous construit. Il ne faut pas chercher à dire je suis ceci ou je suis cela, mais c'est plutôt être à l'écoute des différents courants qui nous traversent, quoi. Voilà. Et la découverte du cinéma, elle s'est faite à un moment où finalement c'est devenu comme un pays, quoi. C'est-à-dire que justement, je ne savais pas ce que j'étais, ceci et cela. Et puis j'ai découvert des films muets que j'avais jamais vus. J'ai découvert que le cinéma pouvait être un langage et un pays, c'est-à-dire qu'on pouvait créer des univers à l'intérieur du cinéma, inventer des mondes, faire apparaître ceci, etc. Et je me suis senti chez moi, en fait, dans cet élément-là, et j'ai eu envie de faire des films, mais c'est venu vraiment à 18 ans, quoi. Et tout à coup, de prendre une caméra, d'écrire des courts-métrages, de trouver des costumes, etc., et de fabriquer. Vous avez fait des études pour ça? Après, j'ai fait des études. études. Après, j'ai fait des études. Au début, j'ai vraiment, en amateur, avec des copains, on faisait des petits films, parce qu'il y a vraiment le plaisir de fabriquer, de créer. Et puis après, j'ai eu besoin d'être un peu plus sérieux, on va dire, et de comprendre un peu plus le cinéma d'un point de vue et de la production et du sens, quoi. Et vous avez un mentor, je ne sais pas s'il y a un réalisateur particulièrement qui vous a marqué, dont vous appréciez le travail? Il y en a plein, il y en a beaucoup. Il y a Luis Buñuel, par exemple, qui a été un des premiers que j'ai découvert, quand il faisait des films où on ne comprenait rien. Et moi, j'étais content de rien comprendre. Je me disais, mais en fait, donc, c'est un langage, puisqu'on peut raconter des histoires qui ne se comprennent pas. Lui, il assumait totalement ce côté surréaliste de la digression, c'est-à-dire une histoire qui commence là, qui part ailleurs, etc. Et au final, je trouve qu'il y a une grande cohérence dans son cinéma. Mais en tout cas, cette liberté qu'il avait dans son cinéma, moi, c'était quelque chose qui m'a fait un bien fou quand j'ai découvert ça. Puis après, d'autres cinéastes, Renoir en France, Lubitsch aux États-Unis, Youssef Chahine en Égypte. En fait, après chaque pays, je trouve qu'il y a des cinéastes qui ont réussi à raconter leur pays d'une manière assez forte, quoi. Sur le plan de la foi, vous nous avez expliqué être issu d'une famille copte, mais vous avez été vraiment élevé comme un copte, ou peut-être, ça teintait un petit peu l'atmosphère, mais ce n'était pas vraiment ça. Comment vous avez été élevé par rapport à votre religion d'origine? En Égypte, ma famille était très croyante. J'ai une grand-mère qu'on voit dans le film qui est... une espèce de sainte comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un rapport qui communique avec Dieu comme ça, assez... elle ne fait pas de distinction entre le réel et ce qu'il y a au-dessus du réel. Donc j'ai été élevé dans cet environnement qui était quand même très croyant, mais je trouve croyant d'une manière positive, c'est-à-dire pas bigot ou orthodoxe dans le sens... Une vraie belle foi, quoi. Mais une foi, une vraie foi qui fait partie du quotidien. Et la bascule alors en France? En France,
La bascule, elle se fait progressivement. En France, j'arrive dans ma famille, mes parents sont, on va dire, sont croyants, mais pas pratiquants. Donc c'est plus un environnement culturel. On est chrétien parce qu'on est né chrétien, on est copte parce qu'on fait partie de cette communauté. Mais il n'y avait pas de revendication particulière ou d'affirmation de la foi copte. Donc j'ai plutôt grandi dans un environnement un petit peu laïque. Et puis après, à un moment, je fréquentais beaucoup de copains qui étaient des athées convaincus, qui n'arrêtaient pas de se moquer de moi en disant mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de croyances, etc. Donc à un moment, je grandis, puis je finis par me positionner, enfin ce que je vous disais tout à l'heure, et je choisis, je me dis finalement pourquoi est-ce que je serais croyant, etc. etc. D'où finalement la quête identitaire, comme vous le disiez dans ce film, quête des origines en revenant au pays, de la famille qui vous a élevé au départ, et puis surtout quête religieuse. Alors aujourd'hui, vous en êtes où après ce film? Parce qu'un film, c'est presque une thérapie des fois. Enfin, vous en sortez différent, forcément. C'est-à-dire que oui, un film, c'est une quête, c'est une recherche. Et moi, je trouve que c'est la démarche qui est plus intéressante que la réponse qu'on trouve à la fin. Donc, moi, je me pose des questions en permanence et je trouve intéressant que le film permette de prolonger ces questions. Mais encore une fois, quand je vous dis que je vis avec mes contradictions, il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas répondu et je ne cherche pas forcément une réponse. Vous avez 2 enfants, oui. C'est bien ça. Oui. Vous leur enseignez quoi? Ils sont encore tout pitchouns. Hein, oui, ils sont tout petits. Le dernier à 4 mois, bon, on a encore un peu de temps, mais vous leur enseignez quoi sur le plan des valeurs et aussi sur le plan de la religion à ces enfants? Sur la religion, on n'en est pas là, parce que de toute façon, ils ont 2 ans et donc on n'a pas encore eu l'occasion d'avoir des discussions là-dessus. Pour l'instant, ou de prier avec eux, non, pas spécialement. Non. Pour l'instant, j'essaye juste d'arriver à ce qu'on affirme un peu notre autorité de parents, parce que je me rends compte que c'est pas évident d'être à l'écoute d'eux et en même temps de savoir poser un cadre, ce qui est assez difficile. Et puis moi, après, j'ai envie surtout qu'ils s'épanouissent au maximum, de les ouvrir à plein d'horizons possibles et qui suivent leur chemin par la suite. Quoi. Mais en tout cas, vous allez les faire grandir, entre guillemets, dans une atmosphère copte. Non, pas copte, mais par exemple, spécialement. j'essaye de me forcer à leur parler en arabe, par exemple, mais c'est pas évident pour moi parce que ma langue maintenant c'est le français, mais ma compagne est française en plus, mais des fois je me dis, voilà, là il faut que je prenne le temps de leur faire entendre cette langue, ma mère heureusement leur parle en arabe, etc., pour que cette langue leur soit familière et qu'ils puissent ensuite... Moi, j'ai une chance, c'est que mes parents m'ont obligé à apprendre l'arabe quand j'étais petit, et je voulais absolument pas parce que c'était le samedi, que tous mes copains allaient jouer, etc., et que moi j'étais obligé d'aller à des cours particuliers d'arabe, etc. Donc je leur en ai un peu voulu à cette époque-là, et maintenant je suis extrêmement, extrêmement content et reconnaissant d'avoir eu cette chance de pouvoir découvrir cette langue et cette culture-là. Donc j'espère que j'aurai la même conviction et persévérance que mes parents avec mes enfants. Quoi. Et sur le plan des valeurs, quelles sont, si on devait en citer 1, 2 ou 3, les valeurs auxquelles vous tenez vraiment, réellement, et que vous avez envie de transmettre? Je crois que c'est l'écoute. Pour moi, c'est la capacité d'écouter les autres, quoi, et même si on a des idées ou des convictions, de ne pas être fermé aux autres. Je crois que c'est vraiment ça, moi, qui me paraît le plus important en termes de valeurs. Quoi. L'écoute, et si on devait en sortir une deuxième de valeur? C'est une valeur transmise par vos parents. Hein. Je ne sais pas dans quelle valeur spécifiquement ils vous ont élevé. Après, je ne sais pas si j'ai suivi les valeurs qui m'ont transmises. Et heureusement, j'ai 2 parents, un père et une mère, qui sont extrêmement différents. Donc, une forme d'honnêteté, peut-être, je dirais, ou en tout cas d'intégrité, en tout cas de rester fidèle à soi. Je pense que c'est aussi ce qui a rendu ce film, par exemple, extrêmement compliqué, la relation avec mon producteur extrêmement compliquée, c'est que j'essaye, moi, de pas faire tellement de concessions, en fait, sur les films, et de rester fidèle à quelque chose que j'ai envie de raconter. Parfois, ça ne rentre pas dans la logique du marché ou de l'économie, et c'est des choses qui font que le film a été assez difficile à se faire, mais au final, je trouve que c'est payant, quoi. Moi, je suis parti un réalisateur disait, les films, il faut que tu fasses des films qui soient personnels, pour une raison très simple, c'est que si tu fais un film commercial, et que ça ne marche pas, eh ben, tu auras tout perdu. Tu auras perdu le public et tu te seras perdu toi-même. Alors que si tu fais un film personnel, quand bien même ce film ne rencontre pas le public, est un échec commercial, ce que tu auras appris en faisant ce film t'aura fait grandir et ça ne sera pas un échec pour toi. Et je me dis que voilà, ma démarche, en fait, c'est un petit peu de me dire que j'ai envie de faire les deux. Des films qui, à la fois, puissent toucher leur public, mais toujours partir de quelque chose qui soit vrai, quoi. Et je trouve que ça, c'est important. Et c'est peut-être parmi les choses que j'aimerais transmettre, en tout cas aux enfants, c'est d'avoir une forme de fidélité à soi.
Pendant que vous parliez, on a vu l'affiche du film réapparaître, qui est une affiche sous forme de dessin. Et sur cette affiche, donc évidemment, il y a le titre. Et au-dessus du titre, il y a la Vierge qui est entre l'église et la mosquée. Tout un symbole, évidemment. Moi, très honnêtement, hein, j'ai découvert que la Vierge était importante pour les musulmans et qu'elle pouvait être une sorte de pont entre les deux religions, sans être trop idéaliste non plus. Mais c'est une découverte, honnêtement. Mais oui, mais quand je vous parlais d'écoute, et c'est ce qui me désole un petit peu, c'est qu'il y a vraiment une méconnaissance terrible de l'autre. Et il y a plein de choses qu'on ne sait pas sur les musulmans, par exemple, comme le fait que la Vierge joue un rôle très très important en islam, elle a même une sourate, en fait, donc il y a beaucoup plus de choses écrites sur la Vierge Marie dans le Coran que dans la Bible, en fait, sur son parcours, sur sa venue en Égypte. Donc oui, pour moi, c'est une figure, et c'est aussi pour ça peut-être que j'ai trouvé que c'était un bon biais pour démarrer le film, c'est que c'est une figure fédératrice en Égypte, c'est une espèce de mère universelle comme ça. Je pense que ça dépasse même l'Égypte, mais c'est la mère absolue en fait, la mère de tous. Donc il y a quelque chose de très fort dans ce personnage-là. Et il y a oui, beaucoup de musulmans qui vouent un culte en Égypte à la Vierge. Mais est-ce que c'est pas un peu idéaliser les relations entre coptes et musulmans, enfin chrétiens et musulmans, le fait d'avoir ce point d'ancrage qu'est la Vierge, c'est un point d'ancrage, mais c'est peut-être bien le seul. C'est pas le seul, et c'est pas. Il y a tellement de points de dissension aussi, il y a tellement de problèmes aussi. Oui, mais j'ai envie de dire que pour connaître les points de dissension, il faudrait déjà connaître les points communs. Et ça, je trouve qu'il n'y a pas cette connaissance-là. Donc après, moi, ce que je regrette, par exemple, en Égypte, c'est qu'il y a les musulmans qui vivent d'un côté et les chrétiens de l'autre, et qu'il n'y a plus de dialogue, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de connaissance. Et moi, c'est pas de chercher à nier les différences. Elles sont là, bien sûr qu'elles sont là. Il y a des gens qui croient dans ceci, il y a d'autres qui croient dans cela. Mais ne pas connaître l'autre, je trouve que c'est fermer beaucoup de portes, et c'est ce qui crée, à mon avis, beaucoup de tensions aujourd'hui, quoi. Alors, quand on évoque l'Égypte, aujourd'hui, on pense aussi aux événements qui sont encore finalement tout récents de la Révolution. Vous avez vécu comment, vous, cette Révolution? De loin? De près? Vous étiez en train de tourner le film? Enfin, ça s'est passé comment pour vous? De loin et de près, c'est-à-dire que j'étais en France, donc j'étais évidemment loin en termes de distance, et j'étais rivé sur Internet, sur les chats, sur la télévision, pour être au plus près de ce qui se passait là-bas. Et il s'est passé quelque chose que j'arrive pas à expliquer ni à comprendre, parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements de protestation depuis une dizaine d'années en Égypte. Et pourquoi, à ce moment-là, ce mouvement-là a pris une telle ampleur qu'il a réussi à faire chuter le régime, je ne me l'explique toujours pas aujourd'hui. Mais c'est un événement qui est historique. L'Égypte, c'est un pays qui a vécu, qui n'a jamais choisi son dirigeant depuis des millénaires, en fait. Parce qu'on a eu les pharaons, ensuite on a eu différentes invasions, que ce soit romaines, que ce soit arabes, que ce soit anglaises ensuite. Ensuite, il y a eu Nasser qui n'a pas été élu, etc. Donc là, c'est la première fois que le peuple égyptien destituait un souverain, un pharaon ou un président, pour en choisir un autre. Et ça, c'est quelque chose qui est historique. Après, ce n'est qu'un début, parce que la révolution, moi, j'aime pas tellement ce terme, parce que je ne sais pas ce que c'est, une révolution. Vous dites quoi, vous, alors? Les événements, moi, je dirais, mais c'est comme la Révolution française. Quand on parle de la Révolution française, on parle du 14 juillet 1789, c'est-à-dire le jour où la Bastille a été prise. Pourquoi les historiens décident arbitrairement de dire que la Révolution elle a eu lieu ce jour-là? J'ai l'impression que la Révolution française, elle a mis 50 ans à avoir lieu entre le moment où la monarchie est tombée et où on va dire, une forme de démocratie est réellement arrivée. Donc voilà, en Égypte, vu l'historique, je pense que c'est pas 50 ans, mais ça a été un peu plus long. Mais il y a quelque chose qui est lancé, moi, que je trouve incroyable. Et qui pourrait, on voit que le fait religieux vous questionne, est-ce que le fait politique vous questionne assez pour que vous ayez envie, par exemple, que votre prochain film en parle, ou en tout cas évoque ces événements-là, ou pas vraiment? Je ne suis pas assez calé, en fait, et je n'ai pas une conscience poétique assez développée, même si mon père, lui, a une grande conscience poétique, pour me sentir capable d'aborder les questions sous cet axe-là. Donc, de toute façon, moi, en tant que cinéaste, je parle, que ce soit le fait religieux ou d'autres, je pars de personnages, de toute manière. Et après, c'est les personnages qui sont porteurs de questionnements religieux ou politiques. Donc voilà, j'ai pas, moi, la capacité à être historien ou autre, quoi. Oui, mais vous parliez de miroir en début d'émission, et ces personnages, ce sont aussi des miroirs de votre propre intériorité, de vos propres préoccupations. Oui, mais finalement, c'est pour ça que, pour revenir à La Vierge, les Coptes et moi, je trouve que le film ne véhicule pas un discours, c'est-à-dire qu'il ne délivre pas un message clair, il pose des questions,
Et comme il y a différents personnages qui sont assez riches à l'intérieur du film, qui véhiculent des questionnements sur le doute, sur la foi, voilà, on se retrouve dedans. C'est ça que je veux dire, dans le sens où moi, je n'ai pas la capacité j'ai pas une vision politique ou autre que j'arriverai à délivrer dans un film, quoi. Alors, j'ai annoncé en début d'émission que nous avions un deuxième invité. C'est la grande nouveauté de VIP. Donc, on va lui demander de bien vouloir nous rejoindre. Je vous demande d'accueillir Brunor, le dessinateur de bande dessinée, que je vous présente. Bonjour Brunor, qui arrive les mains pleines. C'est toujours sympathique, ça, d'arriver avec ses ouvrages. Oui, parce que Merci je rêvais beaucoup. d'offrir mes albums à un descendant de Pharaon. Voilà. Donc, Je vous remercie. Je vous remercie. Alors, Brunor, qui a eu en 2012, là, en janvier 2012, le prix de la bande dessinée chrétienne à Angoulême, et justement pour ces albums-là, hein, donc les Indispensables, c'est une série. Là, c'est le 3e qui va bientôt sortir. Le 4e va sortir, pardon, qui va bientôt sortir. Et les Indispensables, en fait, pour vous expliquer, Namir Abdelmesseh, c'est une enquête sur Dieu. Alors lui, c'est pas la Vierge, lui c'est Dieu directement, on voit tout de suite plus grand. Voilà. C'est une enquête, mais raisonnée, hein, on est d'accord. c'est le point commun, enfin il y a plusieurs points communs hein, entre sa démarche et puis la mienne. Il y a aussi des différences, mais le point commun, c'est justement de ne pas prendre les choses pour argent comptant, mais de questionner, de se mettre à l'écoute et de chercher des indices. D'ailleurs, dans le film, à un moment donné, il est question de faire une enquête. Je crois que le mot est employé. Une enquête sur est-ce que la Vierge est vraiment apparue, qu'il l'a vue, etc. Alors lui, dans son enquête, il est un peu déçu, hein, il tourne un peu en rond, et ça apporte de l'humour d'ailleurs. Et moi, j'ai eu la chance dans mon enquête de ne pas être déçu, de trouver des indices qui sont vérifiables. Et ça fait partie du jeu de montrer des choses que les gens peuvent vérifier eux-mêmes pour avancer dans cette enquête sur la question de Dieu, qui n'est pas une question religieuse, qui est une question tout simplement de comprendre nos origines. Est-ce qu'il y a un créateur, plusieurs, ou pas du tout, finalement. Voilà. Alors c'est vrai que vous avez raison, Brunor, de souligner les points communs entre vos deux démarches. D'abord, on a 2 enquêteurs. Ils vont chacun prendre un format. Il y en a un, c'est le dessin. Un autre, c'est sa caméra au point. Mais vous avez cette faculté, cette curiosité, tous les deux, de se dire, allons voir à la source ce qui existe, quels sont les indices pensables pour penser, justement. Et puis, il y a aussi voilà, c'est ce côté chercher rationnellement des raisons de croire, en vous mettant finalement tous les deux dans la position du sceptique, peut-être encore même plus vous. Alors, vous aurez bien compris que Brunor a vu le film. Je vous Et remercie. que je crois qu'il a beaucoup aimé en plus. Hein. Ah oui, vraiment. Il y a beaucoup d'humour, il y a une grande intelligence, il y a beaucoup d'authenticité. Et puis la démarche est intéressante. Justement, j'ai tout entendu en régie, ce que vous disiez déjà. Je trouve génial, en fait, à un moment donné, le passage où les cousins, là, les gens du village, découvrent les trucages possibles sur ordinateur et comment on peut faire se parler des gens, etc. Et je trouve ça génial parce que ils comprennent que des trucages sont possibles. Autrement dit, ceux qui continuent de croire, d'ailleurs vous l'avez dit tout à l'heure, c'est ceux qui le font en connaissance de cause. Et moi je trouve qu'on vit une époque formidable de ce point de vue-là, où pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on peut faire tomber les fausses croyances. Les fausses croyances, elles s'écroulent comme du vieux crépi, justement d'une belle église ancienne, par exemple, où il y aurait des belles fresques, mais qui seraient recouvertes par des quantités de crépi par les siècles, et des choses pas très réussies. Et tout ce vieux crépi tombe parce que nous avons les moyens de la connaissance pour justement voir séparer le vrai du faux, faire un véritable discernement. Alors que les fausses croyances tombent, ça c'est nouveau. Nos grands-parents n'ont pas connu ça. Et ça, c'est grâce à l'astrophysique, à la biologie, à la chimie, tout ça. Vous avez l'impression d'avoir fait tomber du crépi, Namir ? Je ne sais pas, mais par exemple, sur cet exemple-là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, ils ont l'intelligence, et c'est parce qu'on représente souvent les paysans de Haute-Égypte comme un peu des idiots qui ne comprennent rien à rien. En tout cas, c'est l'image qu'ils ont au Caire. Donc, quand tout à coup, je leur montre ces trucages et ce qu'on peut faire, ils ont l'intelligence de deviner, de comprendre comment on peut les utiliser pour mettre en scène ou fabriquer une apparition, et en même temps, ça n'enlève rien à leur croyance. C'est-à-dire qu'au final, ils fabriquent cette apparition, et malgré ça, quand il y a cette projection à la fin, leur croyance, elle est toujours là, elle est toujours aussi forte. Donc, je sais pas si ça, d'une certaine manière, c'est ce que vous appelez de la vraie croyance, mais moi, c'est ça que je trouve assez beau au final, quoi. C'est que je les ai pas fait bouger, en fait. On a fait quelque chose ensemble,
mais je n'ai pas cherché à leur démontrer quelque chose ou autre, quoi. On a partagé une expérience. En fait, ça ne se mesure pas si les gens, parce que malgré tout, quand les gens découvrent, à mon avis, quand des gens découvrent qu'on peut faire tel trucage, même s'ils continuent de croire ce qu'ils ont envie de croire, n'empêche que ça pose des questions, ça interroge et ça fait avancer. Alors on ne peut pas savoir après. Puis de toute façon, la question de la Sainte Vierge, moi j'ai travaillé aussi sur un bouquin sur Bernadette de Lourdes. Qui a vu la Vierge, où justement, qui là est seule à l'avoir vue, hein, contrairement Alors, chez les Coptes où c'est toute la communauté. Ils voient ça, toute la communauté voit ensemble, c'est Et pas même un Copte tout même le seul. président Nasser et tout. Oui, je crois qu'il n'y a pas un copte qui n'a pas vu la Vierge quelque part. Hein, donc oui, ça c'est un phénomène qui fait partie de... Ouais. Alors que voilà, chez Bernadette, c'est différent parce qu'elle est seule à la voir. Mais là aussi, on peut chercher des indices, etc. Et puis, j'ai perdu j'ai oublié ce que je voulais dire à son sujet. C'est pas par rapport, parce que si je me souviens bien de cet ouvrage, effectivement, sur Bernadette, vous êtes aussi passé par l'enquête avec un commissaire qui est sceptique, évidemment, comme n'importe quel. Le commissaire Jacomet, qui était le commissaire de Lourdes, c'est lui qui, dans la BD, c'est lui le personnage qui mène son enquête. Et il a vraiment fait une enquête administrative. Et c'est très intéressant. Il essaye de la faire se contredire, etc. Puis il n'y arrive pas. Et donc là, on a quand même des indices pour la raison, pour l'intelligence, qui nous font dire, tiens, ça tient quand même drôlement debout, son histoire à elle, alors qu'elle est si petite, elle a l'air d'avoir 10 ans et demi, etc. Bon, voilà. Donc on peut, moi je pense qu'il y a quelque chose, une idée qui est partagée par beaucoup de gens aujourd'hui, c'est que la question de Dieu est tout à fait irrationnelle. Autrement dit, ça appartient au domaine de la croyance personnelle. Et moi, je pense au contraire, grâce à ces indices que j'ai trouvés, et que je ne pensais pas trouver, que j'ai vraiment trouvés parce que j'ai pris au sérieux des questions de jeunes, je me rends compte qu'au contraire, maintenant, la nouveauté, c'est que sur cette question, l'intelligence, le rationnel peuvent nous aider à réfléchir. Alors, ça ne sera pas des preuves, c'est pour ça que j'ai appelé ça des indices. Bon, et puis en même temps, en faisant ça, je suis comme vous, j'ai des ennuis avec les deux camps opposés, c'est-à-dire les créationnistes me critiquent d'être évolutionniste et les évolutionnistes me critiquent d'être créationniste, tout simplement parce que je propose une autre voie entre les deux. Oui, Brunor, mais les Coptes vous laissent tranquille en attendant. Voilà. Les Coptes sont mes amis. Alors, question, est-ce que vous avez l'un et l'autre l'impression, je pense que ma question va un peu vous choquer, Namir, donc préparez-vous psychologiquement, est-ce que vous avez l'impression l'un et l'autre, avec votre art respectif, la bande dessinée pour Brunor, le cinéma pour vous, Namir, d'évangéliser en fait? Parce que vous savez que vous êtes très soutenu quand même par la communauté chrétienne, catholique. Est-ce que vous avez l'impression, l'un et l'autre, de faire œuvre d'évangélisation avec votre art? Qui répond en premier? Namir. Et après, vous me direz comment vous avez ressenti son film par rapport à cette question-là. Pas du tout. Pas du tout, parce que moi, j'ai plus l'impression de faire une démarche vraiment personnelle, c'est-à-dire de me questionner moi et de mettre en scène en fait, ces questions à travers un film, pour permettre aux gens de se poser en fait les questions en même temps, en sachant que je fais aussi un film, donc du cinéma, et que le but c'est aussi, enfin pour moi, d'amuser, de faire œuvre, de faire un spectacle, en tout cas de faire quelque chose où les gens passent un bon moment. Mais je cherche pas ni à délivrer de messages, ni à évangéliser. Mais par contre, porter l'attention sur certains éléments qui me travaillent, oui. Donc sur la croyance, sur la foi, sur une communauté qui est la communauté copte, dont on ne connaît pas tellement, on ne sait pas forcément qu'il y a des chrétiens dans le monde arabe et tout ça, voilà. Mais j'ai pas d'ambition plus prosélyte en tout cas. Brunor ? Oui, il y a pas effectivement, on voit bien qu'il n'y a pas de prosélytisme dans cette intention, mais en même temps, on voit bien qu'il y a des choses, des certains nombres d'informations que vous êtes content de transmettre. Le film sert aussi à dire, tiens, la Sainte Vierge, elle est aimée par les Coptes et les musulmans, et pourtant elle est juive, et ils détestent tous les juifs. Bon, comment ça se fait alors ? Ça, je trouve que c'est quand même des informations qui sont vérifiables. Et donc, encore une fois, il y a un certain nombre de choses qui sont transmises dans le film, l'air de rien, avec humour, avec tendresse, avec art. Et c'est un peu ce que j'essaye de faire pour répondre à la question. Voilà. J'ai plus l'impression de transmettre, moi aussi, des informations vérifiables qui sont de nature à fortifier la foi de ceux qui se poseraient des questions, ou qui croiraient, ou qui hésiteraient, et de nature à justement mettre en mouvement l'intelligence de ceux qui croyaient que la question était réglée. Autrement dit, moi j'ai beaucoup d'amis athées, non-croyants, etc., qui considèrent que la question de Jésus, de Dieu, tout ça, c'est une affaire classée, c'est un conte pour enfants, le bœuf et l'âne, la crèche, les rois mages, on le ressort à Noël, mais le reste du temps, on n'a pas besoin, c'est un conte ancien, c'est un conte de l'Antiquité. Mais si on leur montre, si on leur permet plutôt de constater que finalement ça tient la route,
et pas forcément sous l'angle religieux, mais sous l'angle tout simplement recherche de la vérité sur un sujet, eh bien, ça peut remettre en... D'ailleurs, je vois des résultats, il y a des jeunes qui se remettent à travailler la question alors qu'ils l'avaient classée. Pour moi, c'est vrai que si je peux me permettre, la différence, elle ne se fait pas tellement entre les gens qui sont croyants ou pas croyants, mais entre ceux qui se posent des questions et ceux qui ont des certitudes. Oui. Quoi. Qui ne s'en posent plus. Qui s'en posent plus, et quel que soit leur camp, en fait. Et moi, je trouve que c'est la question toujours qui est la plus intéressante, quoi. C'est de poser des questions et de réfléchir. Sur la Vierge, par exemple, moi, c'est le truc qui m'a le plus surpris quand j'ai fait cette enquête, c'est que les gens voient la Vierge en Égypte. Quand je leur demande comment elle est, la Vierge, elle est blanche. Elle a les yeux clairs. Et pourtant, on est en Égypte, on est dans un pays arabe, et on sait que voilà, la Vierge, elle est issue du Moyen-Orient, juive, etc. Donc, peu de chance pour qu'elle soit blanche. Il y a peu de chance pour qu'elle soit blanche. Et pourtant, c'est l'image qu'ils ont. Ils ont la représentation de la Vierge comme elle a été véhiculée par les catholiques au XIXe siècle. Comme les statues des églises, quoi. Exactement. Et c'est cette image-là qui est arrivée jusque là-bas. Et là, pareil, quand j'essaye de poser la question, je dis, mais si on réfléchit un peu, pourquoi voudriez qu'elle soit blanche ? Tout à coup, voilà, là, je me heurte effectivement à des murs, mais voilà, il y a des questions qui commencent à se poser que je trouve intéressantes, quoi. Alors, vous avez un point commun. Brunor est tout de suite arrivé en disant il y a des points communs entre nos deux œuvres. Et il y en a un vraiment important de point commun, c'est que vous tissez tous les deux des ponts entre le visible et l'invisible. Finalement, vous ouvrez vos lecteurs, vos spectateurs, à une ouverture possible sur le monde de l'invisible, qui est un monde qui n'existe pas pour beaucoup de gens, hein. D'ailleurs, et vous avez tous les deux, finalement, cette démarche-là, qui est peut-être une démarche naturelle pour vous, qui n'est pas forcément pour ceux qui accèdent à vos œuvres. Ok. Alors, Namir. Brunor, il prend le temps de réfléchir, là. Je vous laisse le temps de réfléchir, Brunor. Je vais essayer de broder comme ça pendant 12-13 minutes, le temps d'inventer. Non, mais je pense sincèrement que le cinéma, c'est l'art de l'invisible. Pour moi, il y a quelque chose... Vous m'avez posé la question tout à l'heure de pourquoi je me suis mis à faire des films, mais... Il y a une question. Moi, quand j'ai vu, par exemple, les premiers films des Frères Lumière, donc, qui étaient des films qui duraient 45 secondes, la sortie d'un train, il y a un des professeurs que j'ai vu à l'école qui m'a dit, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans ces films-là, c'est que tous ces gens, ils montent dans le train ou ils en descendent, on ne sait pas où ils vont, on ne sait pas où ils viennent, mais une chose est sûre, c'est qu'ils sont tous morts. Et pourtant, le film est là et on le regarde aujourd'hui et ils sont tous vivants devant nos yeux. Et moi, il y a cette conscience que j'ai eue, il y a un choc vraiment que j'ai eu quand j'ai entendu cette phrase. Et j'ai cette conscience que le cinéma, c'est quand même... On n'est plus dans la réalité. C'est-à-dire, même si on fait du documentaire, on filme le réel, il y a quelque chose... On filme des fantômes, en tout cas, où on tisse un lien avec les morts, quoi. C'est-à-dire que les gens qu'on filme, quand ils seront plus là, ils seront encore vivants à travers le film. Et je trouve qu'il y a une communication qui se fait de cette manière-là, qui dépasse pour moi le simple stade de filmer la réalité, les choses comme ça. Et je ne sais pas s'il y a quelque chose de spirituel dans ma démarche de cinéma, mais en tout cas, j'ai vraiment cette conscience-là quand je fais des films, quoi. Bruno ? Ah bah c'est formidable, ça m'aide à répondre, Voilà, parce qu'effectivement, ça me rappelle que dans mes BD, je fais intervenir des gens qui sont disparus depuis longtemps, mais Aristote est là, bien vivant, il donne son point de vue, Platon, ainsi de suite. Enfin, voilà, on peut... c'est un jeu de mise en scène qui s'apparente d'ailleurs plus au théâtre, moi, ce que je fais, parce qu'il y a souvent une unité de lieu, et ainsi de suite, où les personnages de l'Antiquité peuvent venir donner leur point de vue, s'allonger sur le divan du psy, découvrir, etc. Et ça les rend vivants. Donc c'est effectivement, on a ce point commun aussi. Est-ce que vous avez tous les deux Alors, il ne faut pas que ça vous fasse peur comme question, hein. Est-ce que vous avez Attention, tous les deux l'émission avance, donc on monte de niveau, vous allez voir. Est-ce que vous avez tous les deux le sens de l'éternité? Et est-ce que vous cherchez à éveiller justement ceux qui vous suivent au sens de l'éternité? Est-ce que c'était un petit peu ça finalement, cette quête de la Vierge, cette quête des racines aussi, mais cette quête de la Vierge Marie? Le sens de l'éternité, si c'est essayer de devenir éternel, peut-être, je ne sais pas, mais j'ai en tout cas la conscience, encore une fois, ce que je vous disais, c'est que les films vont vivre plus longtemps que nous. Voilà. Que même moi, je ne serai plus là, mes parents, qui sont des personnages du film, ne seront plus là, et les films seront encore là, et ils communiqueront encore avec des gens, des générations après. Moi, je pense bêtement, par exemple, ma mère, qui est un des personnages du film, là, j'ai une fille qui un jour peut-être deviendra maman, et je me dis peut-être que mon arrière-petite-fille pourra communiquer avec son arrière-grand-mère à travers ce film. Elle aura l'impression de la connaître. Voilà. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question sur l'éternité, mais en tout cas, oui, je pense à ça. Mais vous savez le principe, hein. Les journalistes arrivent avec leurs questions et vous arrivez avec vos réponses. Et ça donne une émission. Brunor, vous l'avez, vous, ce sens de l'éternité? C'est quelque chose que vous portez en vous?
En tout cas, c'est un sujet sur lequel je suis amené à réfléchir dans ces oui. bandes dessinées par l'aspect de la réflexion philosophique ou métaphysique. Et on voit que effectivement, le seul point sur lequel tous les philosophes du monde sont d'accord, c'est qu'il n'y a jamais eu de néant avant nous. Il n'y a jamais eu de néant absolu d'où rien ne pourrait sortir. Donc il y a forcément quelque chose ou quelqu'un qui est éternel. Alors là où ils sont en désaccord, c'est de savoir qui c'est. Alors certains disent c'est la matière, donc c'est les matérialistes, d'autres qui disent c'est un esprit ou un dieu, donc ce sont les différentes formes de spiritualisme, de spiritualité. Voilà. Et il se trouve que le prophétisme hébreu fait partie de ce courant-là, et que curieusement, les progrès scientifiques nous enseignent que voilà, on apprend que la matière n'est pas éternelle. Les atomes ne sont pas éternels, contrairement à ce que croyait Démocrite, etc. Donc, ce sont des choses qui font réfléchir. Ça n'apporte pas de réponse, mais ça fait réfléchir. Et ensuite, on peut se demander si l'apparition de l'homme, au bout de 14 milliards d'années depuis le Big Bang, cet être avec un cerveau tellement étonnant, une telle liberté, une telle autonomie, si c'est concevable que ces êtres humains soient faits juste pour vivre 80, 90 ans, 100 ans, puis disparaître définitivement, ou s'ils n'ont pas un autre appel. Donc on voit que d'un point de vue biologique, les humains sont des mammifères supérieurs, mais que d'un point de vue, d'un autre point de vue, ils sont quelque chose de tout à fait stupéfiant, comme un miracle, enfin, dans l'histoire du vivant, et que donc cette éventualité d'une nouvelle naissance devient envisageable. Allez, je vais faire redescendre un petit peu le niveau, parce que là, on vole très très haut. Vous avez regardé la fiche du film, vous avez vu que c'était du dessin. Ouais, j'ai bien aimé. Ouais. Alors, on peut peut-être citer d'ailleurs l'illustrateur de la fiche. Oui, il s'appelle Cador. Cador, voilà, et qui pourrait faire croire que ce film était un dessin animé, mais non, c'est bien un film, on est bien d'accord. C'est vrai que cette affiche, elle est très en couleur déjà, elle est très joyeuse, on a envie de l'afficher dans sa chambre. C'est une affiche... Alors on a déjà signalé, si vous avez suivi le début de l'émission, la Vierge entre l'église et le minaret, pardon, et puis donc notre navire au milieu qui se pose des questions en levant les yeux en l'air. Avec sa mère derrière, avec un mégaphone en train de lui crier dans les oreilles. Mais... D'ailleurs, je trouve que ça aurait dû s'appeler La Vierge, les côtes, ma mère et moi. Mais bon. Elle serait devenue mégalomane après, je n'ai pas Non, osé. c'est ingérable une mère après, si vous mettez son nom sur l'affiche. C'est dit, le titre est quand même très bien trouvé, juste pour parler du titre, parce que bon, la Vierge, elle est présente, ça c'est sûr, c'est l'objet de départ. Après, les Coptes, très présents aussi, on apprend à découvrir cette communauté par rapport à un regard qui est le vôtre. Et puis vous, qui êtes évidemment omniprésent dans le film, il n'est pas si mal que ça, ce titre, quand même. Non, il est très bien, il est très bien. Il n'est pas si mal que ça. Vous allez lire, pas tout de suite, évidemment, les bandes dessinées de Brunner. Avec intérêt, oui. Avec un intérêt. On a donc le numéro 1, 2, 3, volume 1, 2, 3, qui existe déjà. Oui. Le volume numéro 4 qui sort dans quelques jours. Fin septembre, oui. Suite de l'enquête. Oui, suite de l'enquête, oui. Alors, il se passe quoi cette fois-ci ? C'est assez étonnant. C'est là encore la fin de certaines fausses croyances et puis l'étonnement des réglages qui gèrent l'univers. En fait, si ces réglages étaient un petit peu différents, tout serait arrêté au niveau de l'hydrogène, par exemple, ou de l'hélium, et il n'y aurait rien eu d'autre, etc. Donc alors, il faut préciser que vous n'êtes pas du tout scientifique, hein, Brunner. Donc, quand on dit qu'il y a une enquête... Oui, c'est une enquête. On peut interroger des scientifiques qui vous expliquent des trucs faciles à comprendre, bien acquis, hein, pas des choses. Ceci dit, dans le prochain, le 5, il faudra que je parle un peu du boson de Higgs, qui lui aussi est tout nouveau, mais qui commence à être acquis, etc. Mais juste pour expliquer aux gens, parce que plein de gens me demandent ce que c'est, alors je me documente. Mais c'est inépuisable, finalement, cette série des indispensables, parce qu'on se dit, Enfin, on n'a pas forcément envie que ça s'arrête, mais jusqu'où on peut aller, finalement, dans cette enquête sur Dieu ? Ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est que les gens de l'Antiquité, que ce soit les prophètes hébreux ou des Platon ou des Aristote, ils ont tous exprimé des réflexions, des suppositions, des hypothèses sur l'homme, l'univers et les vivants. Bon, puis sur des tas d'autres choses, mais sur ces trois sujets-là. Et sur ces trois sujets-là, aujourd'hui, on peut vérifier à quel endroit ils se sont trompés, à quel endroit ils ont eu raison. Donc c'est extraordinaire, parce qu'on peut pour la première fois noter, comme aux Jeux Olympiques, Platon, les prophètes hébreux, Aristote, etc. Et tous les autres, les Égyptiens, les Babyloniens, on peut donner des médailles, non pas pour... tout simplement, objectivement, pour regarder s'il y en a un qui était mieux renseigné que les autres, ou qui ont mieux réfléchi, etc. Alors on voit qu'Aristote arrive avec la médaille d'argent.
Il est deuxième, il est absolument génial. Alors c'est qui le premier, la médaille Eh d'or? ben, ce sont les prophètes hébreux. Ce sont eux qui se sont le moins trompés sur l'univers, l'homme et les vivants. C'est tout à fait inattendu parce qu'au départ, on croit que c'est le contraire. On croit que la Bible dit n'importe quoi, elle est dépassée et poussiéreuse. Enfin, si on est un jeune d'aujourd'hui, je parle. Hein, je ne pense pas si on est un copte chrétien ou même un orthodoxe ou un catholique ou un protestant engagé. Mais si on est un jeune qui se pose des questions, on est convaincu que la Bible est vraiment fichue de ce point de vue-là. Et pas du tout. Par exemple, alors, Par exemple, ils sont les seuls à nous raconter un récit de création en grandes étapes, et que ces étapes vont du plus simple vers le plus complexe. Ils sont les seuls à nous dire que le soleil n'est pas une divinité. Il a un commencement, il aura une fin, c'est un lampadaire. Ouais. Et ils nous disent aussi qu'il y a une intelligence qui est à l'origine des êtres vivants. Or, on a pu croire pendant longtemps que les atomes s'organisaient tout seuls pour faire un être vivant, que ce soit un zèbre, un hamster ou un être humain. Mais depuis 1953, à la découverte de l'ADN, on sait que les atomes sont incapables de faire un être vivant seul. Ils ont besoin des instructions écrites sur un message, comme sur une partition de musique, comme sur un livre. Et ce message dit la couleur de mes yeux, la couleur de mes cheveux, etc. Donc les atomes ne font pas ça tout seuls. Ils ont des instructions. Alors d'où viennent-elles? Alors je ne dis pas que c'est Dieu, je dis qu'il va falloir définir qui c'est. Mais on voit bien qu'il y a une intelligence derrière. Et c'est une autre enquête après pour essayer de voir qui est cette intelligence. Est-ce qu'ils sont plusieurs? Est-ce que ceci? Et on peut le faire rationnellement. Et ça c'est nouveau. Et c'est pour ça qu'au début ça surprend un peu d'entendre ça. Mais c'est Alors vous, c'est une enquête finalement, on a bien compris qui peut ne jamais se terminer. Votre quête à vous... par définition, en fait, elle est Voilà. interminable, elle est infinie. Oui, mais il y a plein cette d'indices. enquête. Il y a C'est plein ça qui est d'indices. intéressant. Et votre C'est ça. quête à vous, Namir, est-ce qu'elle va se terminer ou est-ce qu'il y aura un autre film qui parlera de nouveau de quête religieuse notamment? Je crois que ça ne se termine pas, en fait. Enfin, j'espère que ça ne se terminera pas et que je vais continuer encore à questionner, poser des questions. Après, je ne sais pas quel sera forcément le prochain film, hein, mais moi, je pense que ce premier film, c'est le début d'un questionnement qui va se prolonger, j'espère, pour longtemps. Alors, il nous reste 5 grosses minutes et traditionnellement, les 5 dernières minutes de l'émission... On ne sait plus quoi faire. Si, on sait très bien quoi faire. C'est le questionnaire inattendu. On s'en Les va. questions les plus difficiles de Je pourrais toute faire l'émission. un truc très, très difficile. Mon Dieu, oui. Mais on a droit aux surprises. C'est la première. Hein, après On tout. a le droit aux Parce qu'on a quand même, surprises. on a parlé de Méliès, hein, les frères Méliès, qui Ouais. faisaient des trucages, Georges Rodin, tout Ouais. ça. J'aurais voulu faire un petit essai d'un trucage, pour voir si les D'accord. gens croient ou... Ça vous ennuie pas? Non, non. Parce que je me suis demandé si ça allait marcher. Attendez. Alors, je pense qu'on va J'ai on trouvé va oublier un le truc. questionnaire inattendu J'ai pour trouvé cette un fois-là. truc. Mon Dieu. Oh là là, on va disparaître. Et je me demande ce que ça fait. Ah ben ça Regardez. fait qu'on ne vous voit plus, Bruno. Il est en train de mettre un drap vert Ah, c'est extraordinaire. sur notre décor Je vais faire une à fond apparition. vert. J'ai le droit de faire ça? Vous Oui, allez, oui, on vous fait ce allez me qu'on veut. réinviter quand même? Voilà. Et Regardez. maintenant, on peut lui poser des vraies questions, maintenant mais qu'il a un c'est masque. incroyable. Alors, qui êtes-vous, Bruno maintenant Personne n'avait jamais fait ça Pour encore. expliquer, Regarde. non, personne n'avait osé le faire à l'antenne, Bruno, pour Regardez, expliquer j'ai un à nos trou, auditeurs. ça. Nous On tournons essaye. donc On va sur un fond faire vert. disparaître On va Namir. disparaître tous les deux, on va disparaître tous les deux. Le décor est incrusté sur Ah, il ce nous fond efface, vert il nous efface. pendant qu'ils font les On va la imbéciles. laisser sans invité. Parce que c'est pendant le les sujet, 5 c'est le minutes. sujet. Et Bruno On va a se apporté cacher. une grande écharpe Mais verte, c'est mon fils qui exactement de avait la ça couleur. dans sa... Ah, Et ça, les c'est voilà qui se incroyable. cachent derrière le drap C'est vert. une cape d'invisibilité. Bien sûr, nous sommes dans sait Harry Pour Potter, tout échapper va aux bien. questions, Alors, on se doutait qu'ils allaient bien s'entendre tous les deux, Oh, qu'ils avaient mais beaucoup de sujets en commun. Je ne pensais pas c'est qu'ils allaient génial, faire hein. les pitres. Et puis, Ça là, pourrait servir attendez, pour un film, tirez-moi une conclusion haut de gamme, de grande qualité de cette expérience, Eh bien, Bruno. cette expérience nous montre que quand on connaît les trucages, on va moins croire que je peux faire disparaître ma tête tout seul, comme ça. Ce n'est pas un miracle. Et si je réapparais, c'est normal. Et ça Donc- n'empêche pas qu'il y ait des vraies apparitions de la Vierge. Oui. Oui, Ça n'empêche attention, pas. hein. Ça n'empêche pas. Parce qu'il faut faire la part entre les vrais et les fausses, parce que sinon, quand on démasque le faux miracle, on va croire que même les vrais sont des faux. Et il faut toujours faire la différence entre les fausses croyances et les choses plausibles. Eh ben, merci pour cette brillante démonstration. C'est Namir, vous voulez d'ailleurs- intervenir? Non, mais c'est d'ailleurs une des remarques que font les personnages dans le film, parce que justement, quand je leur demande de mettre en scène cette apparition, alors qu'ils sont tous très croyants, ils hésitent un peu, puis finissent par accepter en disant « Attention, on est d'accord pour t'aider, mais il faut bien que tu précises que c'est de la Que fiction. c'est de la fiction. Il faut le dire, parce que sinon les gens vont douter des vraies apparitions. » Donc ça rejoint ce que vous dites, et c'est là où je répète encore une fois que ces paysans illettrés qui savent vraiment pas grand-chose à rien ont quand même, au fond, une grande intelligence. Et ils sont magnifiques, en plus. Ils sont magnifiques. Enfin, ils ont une dignité, ils ont quelque chose. C'est extraordinaire. C'est très émouvant, je trouve. Alors, il nous reste 3 minutes, on va faire un mini questionnaire inattendu. Vous êtes prêts, messieurs? C'est le questionnaire inattendu. Tintin.
Je vous pose la même question à tous les deux. Vous y répondez tous les deux. Premier qui répond. Le premier qui répond a gagné. Qui admirez-vous, Namir? À qui aimeriez-vous ressembler quand vous serez grand? À personne. Oh, vous n'admirez personne dans votre Si, entourage j'admire proche plein de gens, j'admire plein de gens. Des gens qu'on peut connaître? Ah si, j'admire plein de gens, mais j'aimerais ressembler à personne. Il y en a tellement, en fait, que je ne sais même pas qui me viendrait à l'esprit en premier, comme ça. Ok, Brunor? Mais la même question? Ouais. Moi, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Ah bah si. Qui admire Vous avez quelqu'un que vous admirez particulièrement, soit dans votre art, de la bande dessinée, soit sur un domaine beaucoup plus élargi? Oui, mais non, en fait, moi, je pense que j'ai beaucoup essayé de faire ça, mais je pense que maintenant, il faut être soi, quoi. C'est pas... Alors, bien sûr, on peut s'inspirer de tel ou tel. Par exemple, j'aimerais bien dessiner aussi bien que Mébius, j'aimerais bien faire de la guitare aussi bien que David Gilmour, ou inventer des chansons aussi bien que Leonard Cohen ou Bob Dylan. Mais voilà. Juste pour répondre, c'est des anonymes. Hein. Mais moi, les gens que j'admire le plus, c'est ceux qui se battent pour la liberté dans des pays où ils risquent quand même leur vie, quoi. Et ce qui se passe, je pense à la Syrie et à d'autres pays. Voilà, moi, je sais que je défends une certaine liberté, mais je risque pas les mêmes choses que certains là-bas, quoi. Donc là, ils nourrissent, hein. Je veux dire, ils nourrissent notre création et notre énergie à faire des films et à faire des œuvres. Voilà, je trouve pour moi, c'est les piliers de mon moteur, en tout cas, essayer de faire des films un peu libres, quoi. Deuxième question, puis ce sera ensuite la dernière. Cette fois-ci, on commence avec Brunor. Vous diriez quoi au petit garçon que vous étiez si vous pouviez le croiser au coin de la rue? Brunor, 7-8 ans, là, qui est en train de se balader. Vous lui dites quoi? Ah, qu'est-ce que je lui dis si je le croise au coin de la rue? Donc, Namir, vous avez compris, ce sera la même question, donc vous pouvez commencer à y réfléchir. Je n'ai même pas écouté, mais je vais répondre quand même ça. Eh ben, je lui dirais, n'aie pas peur. N'aie pas peur, ça me rappelle quelque chose, ça. En tout cas, N'aie pas peur. Ouais. Namir? Qu'est-ce que je dirais au petit garçon que Oui, au j'étais petit Namir que vous croisez, il a 7-8 ans. et que je croise dans la rue? Oui, vous en petit. Je lui dirais, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas chez toi à cette heure-là. Vous lui donneriez pas un vrai conseil d'adulte qui a un petit peu compris la vie au bout de... Je lui dirais qu'il me ressemble beaucoup et que ça me rappelle quelqu'un, mais non, C'est troublant, ces ouais, trucs à c'est Agen. très très inquiétant. Non, je dirais, j'espère que je suis resté fidèle à cet enfant-là. Ah. Ouais. En tout cas, je vous remercie tous les deux d'avoir accepté d'expérimenter cette nouvelle formule de VIP. Donc, je rappelle que La Vierge, les Coptes-et-moi est en salle et dans toutes les bonnes salles de France. D'ailleurs, actuellement, vous faites une tournée pour aller rencontrer votre public. Ça doit être quelque chose d'assez réjouissant. Ah, je pense que vous faites erreur. C'est Cador qui a réalisé La Vierge, les Coptes-et-moi. C'est quoi? Moi, je suis l'auteur d'une bande dessinée qui s'appelle Les Indispensables et je ne suis pas du tout en tournée. Brunor, Cador, c'est celui qui a fait l'affiche. Brunor, pardon, Brunor. Ils vont me rendre dingue. Rendez-vous cette écharpe verte. Et donc, Brunor, vous n'avez pas réalisé un film qui s'appelle La Vierge, les alors mon Coptes-et-moi. prochain film, Vous sortez le 4e tome des Indispensables d'ici quelques jours et je lui souhaite le même succès que les autres parce que ça marche, comme on dit, du feu de Dieu. dont le titre va être La lumière fatiguée. Ah oui, La lumière fatiguée, C'est il un faut le joli dire. titre, je trouve. Mais alors évidemment, si vous achetez le 4e tome, achetez les 3 d'avance, c'est logique, comment vous dire, c'est une progression, c'est une enquête. Voilà. On vous remercie, messieurs. On va vous laisser continuer la discussion en loge parce que je crois que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Merci, au revoir. Merci.